C'est avec le haut, le monde, le grand monde, les gens très bien, comme disait Alexandre Jardin, que le haut patronat gouverne les lettres, les arts, l'armée, une partie du monde ecclésiastique, les salons tenus par les grandes dames du monde, dont les académiciens, les évêques et les généraux. La police est à sa disposition, la magistrature aussi. Enfin bref, vous voyez quel manque de nuances dans la présentation d'un tableau qui pourtant, à la lumière des archives policières, ne se caractérise pas par l'excès. Et alors, il donne une série de noms. Vous voyez, je vais juste vous finir cette citation, je l'adore. L'État d'aujourd'hui, c'est quand même très subversif en 1943, l'État d'aujourd'hui n'est rien devant les trusts, ni l'État de Lebrun, ancien président de la République, de Daladier, de Paul Reynaud, vous voyez, la République. Ni l'État de Pétain, de Laval et de Mussolini, d'Hitler ou de Roosevelt. Mon Dieu, ça. Mais bon, Hitler sur le même plan que Roosevelt, en 1943, les Alliés, ça se fait pas. Hein. Voilà. Derrière les rois, chefs d'État et ministres, il y a le haut patronat, dont le public ne connaît pas les chefs qui n'aiment pas à se faire connaître. Il ne connaît que les grands lieutenants que j'ai longuement décrits, ici, dans le choix de la défaite, et dans industriels et banquiers, et dans les élites, mais si vous voulez regarder, c'est page 4, mais les collègues n'aiment pas que le grand patronat si protecteur et si moderne et si dynamique soit mis ainsi devant les feux. Alors, rôle intérieur, bien entendu, rôle intérieur. C'est là que le bas blesse le plus, enfin, tout blesse. Il contrôle la presse, il contrôle tout. Quand vous regardez ce que, à lui seul, contrôle le comité des forges, vous êtes pris de vertige. Ça commence d'ailleurs par le temps, le monde de l'époque. On a dit que le monde était le temps, bah oui c'est vrai, il a même repris les caractères. Combien il me reste 15 minutes, bon je vais aller plus vite. Et donc, il contrôle la presse, il contrôle les partis de droite, mais en plus il contrôle une large partie des partis de gauche. Bon, vous direz, ça c'est encore plus complotiste. Écoutez, je l'ai démontré. Alors, il y a un petit groupement d'ailleurs qui est un groupement. Il ne contrôle pas le Parti communiste. Mais, il parvient à prendre de temps en temps de très belles prises. Il cherche à débaucher le maximum d'éléments. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et on n'a jamais conquéri, on n'a jamais réussi à conquérir, on n'a jamais conquis les prolétaires avec des banquiers. Il faut donc des truchements. Un de ces truchements, vous le savez, c'est recueilli à partir des années 30. C'est Jacques Doriot et des prises à laquelle le grand patronat, en l'occurrence la banque Worms, c'est-à-dire une des maîtresses de la synarchie, dont je vais dire quelques mots, que la banque Worms fonde un parti, le Parti populaire français, fondé en juin-juillet 1936, et dont le comité, dont le bureau politique, parce que comme c'était un parti populaire et de Saint-Denis prolétaire, il fallait bien entendu qu'il y ait un bureau politique, dont le bureau politique n'est jamais constitué pour moitié ou plus que de représentants directs du comité des forges. Imaginez, et de la banque, pardon, et de la banque Worms. Pierre Pucheux, vous en avez entendu parler, le ministre de l'Intérieur est tortionnaire, mais il est aussi chef du comptoir sidérurgique. Vous voyez, fonction éminemment honorable. Et il est membre du comité directeur du Parti populaire français, parti du Croix des Croix de Feu qui ne le menait pas directement au prolétariat de Saint-Denis, mais c'est une époque où on s'arrange. Et ces choix politiques se font sous l'égide du groupe le plus étroit, la synarchie, puisque ça s'est appelé comme ça, d'un groupe qui s'est reconstitué en 1922, et dont mes collègues disent que ça n'existe pas. Alors écoutez, moi je conseille à mes collègues, en vain d'ailleurs, depuis 20 ans, d'aller regarder les archives,
Moi j'en suis, je pense, à plusieurs milliers. C'est bien simple, je ne peux pas faire une recherche sans trouver la synarchie sous mes pas. Alors il paraît qu'elle n'existe pas, mais je vous renvoie à tous mes travaux, vous verrez qu'elle existe. Et alors ces gens ont décidé en 1922 d'établir une dictature fasciste, la même qu'ils encourageaient, comme ils avaient encouragé en 1930-31 à l'établir en Allemagne, la même qu'ils encourageaient en Italie. Parce qu'avec une dictature, on paie mieux ses dettes privées. Eh bien, ce sont ces gens qui ont décidé de tordre le cou à la République, non pas parce que la République était une mauvaise fille, elle était aussi bonne fille que la République de Weimar, l'était au patronat allemand, qui l'a pourtant exécutée sans phrase, mais parce qu'elle faisait perdre du temps et elle faisait perdre de l'efficacité. Il fallait parloter un peu au Parlement. Les salariés et les paysans avaient un peu de défense, certes un peu faible, mais tout de même un peu. Et par conséquent, si on les privait de défense, tout irait beaucoup mieux. Et pour ce faire, il fallait s'appuyer non pas seulement en temps de crise sur des partis de droite classique qui étaient entièrement financés par le patronat. Je ne vous en donne qu'un exemple. Quand le patronat, qui est allemand, qui avait décidé de mettre ses œufs dans différents paniers pendant longtemps, c'est-à-dire tous les partis de droite, et puis même le SPD, c'est pas officiel, mais c'est établi par les travaux sérieux et les archives. Quand il décide de mettre le paquet sur les hitlériens, en 1932 et 1933, c'est parti à lui, pas le SPD, totalement, faibli, mais c'est parti à lui s'effondrer. Complètement. Ce qui montre la totale autonomie du politique. Vous ne pouvez pas tirer d'affiche, faire de la propagande, vous voyez, votre force est immédiatement beaucoup réduite. Et donc, c'est eux qui, ces hommes de la synarchie, 12 au départ, opératoire une cinquantaine au début des années 40, même pas, une trentaine. Quand Navachine se fait assassiner, petit synarque un peu bavard, se fait assassiner en 1937, les cagoulards, je vais dire ce que c'est, disent c'est un comité économique dirigé par le chef des huiles Le Sieur, qui a décidé l'exécution de Navachine. 30 personnes. Vous voyez, pas les 200 familles, l'émanation de ces 200 familles. Ce sont eux qui décident d'une solution fasciste, qui passe d'abord par un projet Lyotet, qui n'aimait pas la gueuse, puis, ça viendra peut-être dans la discussion, par le choix définitif, après des petites hésitations, car Delaroque plaisait beaucoup à un moment, par le choix du tandem Laval et le dessus de cheminée, comme il l'appelait, le général prestigieux, le maréchal, pardon, Pétain. On n'en changera plus. Ils sont choisis en 1934. Ils sont là, rien ne s'étant mis de façon décisive en travers de ce projet. Ils seront en effet en place en 1940. Et même dans les mois qui précèdent la défaite truquée, Pétain répète à qui veut l'entendre, au mois de mai, il dit ça à l'automne 1939, au mois de mai, ils auront besoin de moi. Mais vous savez, c'est purement par hasard que Pétain, puissance divinatoire, l'avait annoncé à plusieurs responsables, y compris des responsables étrangers. Et ce grand patronat, outre ses partis classiques, décide depuis les années 1920 d'encourager des petits groupes d'apparence bien plus radicale, c'est-à-dire les groupes fascistes, qu'on appelle en France les ligues, et dont la première avait été, vous le savez, créée à la faveur de l'affaire Dreyfus, mais vous savez qu'on en retrouve tous les linéaments, jusque et y compris dans les années 1940 et bien sûr au-delà. C'est-à-dire ces ligues fascistes qui, au tournant de 1935,
sans disparaître les unes les autres, se liguent en cagoule, ou comité secret d'action révolutionnaire, tant il est vrai, vous le savez, qu'il n'est rien de plus séduisant que d'affecter d'un qualificatif quelque chose qui mériterait le qualificatif contraire. Pensez à la chute de l'URSS et à ceux qu'on a appelés les révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui voulaient rétablir le capitalisme, les conservateurs étant naturellement ceux qui voulaient maintenir le socialisme. L'antiphrase est un mode de gestion idéologique tout à fait intéressant. Et par conséquent, ma foi, la cagoule, plus de 100 000 personnes, un parfum noir, dit mon collègue Rousseau, qui s'évapore à l'automne 1937, la cagoule, qui a une branche militaire dirigée par Pétain, on n'est jamais si bien servi que par le dessus de cheminée, avec pour second Végan, que vous le savez, Reynaud appellera aux affaires en juin 1940, forcément par hasard aussi, comme disait Azéma, tout le monde a perdu ses repères en juin 1940. Mon collègue Azéma devrait fréquenter les archives plus souvent. Alors, ces projets intérieurs, menés au succès, n'ont pour équivalent que le rôle déterminant du grand capital en matière de politique étrangère, dans un très remarquable ouvrage, mais dont la problématique quelquefois souffre des défauts. Le très conservateur historien Jean-Baptiste Desroselles, dans cet ouvrage remarquable qui s'appelle « La politique étrangère de la France 1932-1939, la décadence », nous explique que le grand capital français ne s'est pas intéressé beaucoup à la politique étrangère. Lui aussi, il pensait que c'était le politique qui menait. Exactement comme mon collègue Hayes, l'américain Hayes, nous explique que Liggéey-Farbonne était du genre patriote qui suivait le drapeau, c'est trop joli ça, et que c'est Liggéey-Farbonne qui a suivi le programme hitlérien. Plaisanterie. Le programme hitlérien est l'application du programme de conquête chimique de Liggéey-Farbonne. Rétablissons les choses. Mon collègue Hayes est un bon historien, mais il a quand même quelques petits manquements dans l'analyse des rapports entre Liggéey-Farbonne et le pouvoir hitlérien. Ben, c'est pareil chez nous. Oh, me direz-vous, comment est-ce qu'on peut mesurer que le grand capital a un rôle extérieur déterminant? Ben, je vais vous donner deux exemples. Je vais choisir exprès la Tchécoslovaquie, notre allié chéri, si proche, si démocratique, dans cette Europe orientale pleine de dictatures, secondée d'ailleurs par la démocratie française. Vous savez, c'est un thème très récurrent ces dernières années. La démocratie est tombée sur l'Europe orientale dans les conditions que nous connaissons depuis 1989. Car la dictature était tombée sur elle en 1945. Ah bon? Eh bien, renseignez-vous sur l'histoire des démocraties d'Europe orientale de 1918 à 1945. Vous serez fixés. Elles valent tous les pays fascistes dont nous connaissons mieux les caractéristiques. Et donc, deux exemples. C'est Schneider qui fixe les frontières tchécoslovaques. Et en particulier le bassin de Teschen, que Schneider préfère attribuer aux Tchèques, parce que les Tchèques sont plus tranquilles en 1919 que les Polonais, dont les mineurs du bassin de Teschen se mettent en grève tout le temps, c'est très désagréable. Et par conséquent, c'est la Tchécoslovaquie nouvelle qui hérite du bébé, avec les conséquences, vous le savez, qui seront exploitées par les dirigeants polonais, il faut bien le dire, dont les dirigeants polonais actuels nous donnent une idée très précise, par les dirigeants polonais et par les Français. Et puis, autre exemple, comment abandonne-t-on la Tchécoslovaquie? On dirait des hommes politiques sans principe abandonnent ce pauvre petit allié souffrant. Ah bon?
Eh bien, on les a précédés, ces hommes politiques républicains qui soutiennent la République comme la corde soutient le pendu. En effet, quel est le rôle du comité des forges dans la liquidation de la Tchécoslovaquie? Je vous ai parlé de Škoda, le boulet. Mais quel boulet, cette Tchécoslovaquie? C'est tellement un boulet que un des émissaires, un des porte-paroles et un des futurs ministres de Vichy, de la justice de Vichy, éminent professeur de droit, sur lequel mes collègues organisent ces dernières années de délicieux colloques, Joseph Barthélemy, persécuteur de juifs, de communistes, de fonctionnaires, de tout ce qu'on veut, enfin bref, de tous les ennemis intérieurs de Vichy. Voilà comment cet éminent professeur de droit de Paris annonce l'assassinat de la Tchécoslovaquie dans la bourgeoisie fait journal, c'est-à-dire dans le journal à 80% propriété du comité des forges, plus de 80% en 1938, le 11 avril 1938, dans un mémorable article intitulé « Ça ne vous étonnera pas », nous avons de ces titres dans cette période très sentimentale qui est la nôtre, « Conscience angoissée ». Dans cet article daté du 12 avril 1938, que fait le délicieux professeur de droit et arbitre évidemment de la valeur des traités? Eh bien, il explique par le menu comment les accords militaires passés avec la Tchécoslovaquie en 1924 et en 1925 sont entièrement caducs et n'obligent pas la France. Tout le monde comprend, nos diplomates au premier chef, que la Tchécoslovaquie non seulement est perdue, mais que la France plantera le couteau. Voilà, je ne m'étends pas plus longtemps parce que on me fait de là-bas signe que le temps est venu de passer à la discussion. Autrement dit, dans ce cas, la volonté d'accord à tout prix avec le Reich nous mène directement à ce que notre texte de 1943 décrit, c'est-à-dire la mainmise totale du grand capital sur une politique française qui aboutit, vous le savez, à une défaite qui fait entrer la France du statut de grande puissance à celui de puissance très diminuée, avec un soutien enthousiaste des artisans de cette défaite, qui passeront, j'allais dire simultanément, de 1940 à 1944, de cette ère d'idylle avec l'Allemagne, où un l'EI2 déclarait « pas une voiture américaine en Europe », à cette période démocratique, atlantique et américaine, de 1949, où le même l'EI2 devenait le président de Ford France. J'en ai terminé. Bien, merci beaucoup Annie pour cette intervention très riche. Je pense que pas mal des personnes présentes ont pu peut-être soit réentendre des noms déjà connus, soit en découvrir d'autres. Donc on va procéder effectivement à un échange désormais. Donc vous pouvez poser les questions que vous souhaitez, réagir aux propos d'Annie. On fait circuler le micro pour que ce soit bien entendu.